avant de répondre, si vous me le permettez, je voudrais vous dire à quel point ce film est très joli. Je vous remercie infiniment, Nicole, de l'avoir reprogrammé. Moi, je l'ai déjà vu 2 fois, mais là, j'étais très heureuse de le revoir. Il est d'une finesse. Il est véritablement, moi qui ai travaillé sur le marché de l'art à Paris sous l'occupation pendant à peu près une dizaine d'années, je suis assez heureuse de vérifier que tout est mis à disposition d'un plus large public avec une extrême vérité, une recherche véritablement de finesse. Sous l'autorité d'Anne Sinclair, est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose? Non, je ne le pense pas, parce que c'est une femme d'une grande rigueur scientifique et véritablement tout à fait attachée à l'histoire mémorielle. Je dois, avant de répondre encore à votre question, vous dire pourquoi je suis devant vous, là, aujourd'hui. Alors, bien sûr, parce que je suis commissaire d'une exposition qui se situe juste à côté, vous me permettez de faire un peu de pub, sur le mémorial de la Shoah, une exposition qui s'appelle Le marché de l'art à Paris sous l'occupation, 1940-1944, et qui est en fait l'exposition dans laquelle je vais déplier les informations que j'ai pu trouver dans ce livre qui est tiré des ouvrages universitaires de ma thèse de doctorat. Donc, raison pour laquelle je suis là devant vous. Alors, j'ai pas mal travaillé, bien évidemment, sur le cas de Paul Rosenberg. C'est le plus grand marchand, vous l'avez vu, c'est le plus grand marchand des avant-gardes. Il a véritablement cette vision, la possibilité d'aller vers d'abord les grands maîtres du XXe siècle, Matisse et Picasso, ça bien sûr il l'a compris, Braque vient tout de suite après. Vous voyez que quand on vous le redit, au Simèse du 21 rue La Boétie, lorsqu'il y avait des expositions chez Paul Rosenberg, c'était toujours des grands événements. Il a un sens esthétique extraordinaire, doublé d'un sens des affaires. Il a dans sa cave et dans sa réserve des œuvres impressionnistes qui lui permettent, à l'opposé de Léonce Rosenberg, qui est le frère de Paul, qui lui va véritablement s'atteler à défendre les cubistes, mais restera sur cette période. Or, les cubistes n'ont pas encore trouvé preneur, j'ai envie de dire. Hein. On ne peut pas encore vivre de ces ventes uniquement sur les cubistes. Alors que Paul Rosenberg, lui, a ce stock derrière de classiques, des impressionnistes, qu'il présente à sa clientèle bourgeoise, tout en l'éduquant dans les goûts les plus... Alors, Matisse, Picasso, bien évidemment, mais également des choses encore plus audacieuses, comme Le Douanier Rousseau. C'est un des premiers à avoir des œuvres de ce peintre naïf que d'aucuns, sauf Wilhelm Hood, bien sûr, voilà, commence à collectionner, mais c'est véritablement une personne. Alors, je me suis intéressée à sa collection, mais ma spécialité, puisque je suis chercheur de provenance, c'est bien évidemment de m'intéresser aux collections en creux, en collections qui ont été volées. Et pour la collection de Paul Rosenberg, on vous parle d'environ 400 œuvres en déshérence, spoliées. Je dois juste vous rappeler où elles ont été spoliées, et puis on ira sur quelques cas pratiques. Tout d'abord, 3 points, 3 impacts. Le premier impact, vous l'avez vu, c'est au 21 rue La Boétie. Dès l'été 1940, eh bien, la Gestapo va immédiatement perquisitionner le 21 rue La Boétie, et il y a là objet de prédation, prélèvement, et moi j'appelle cela du pillage, parce que c'est du fait de la guerre. Première chose. Deuxième chose, le coffre de Libourne. Le coffre de Libourne, ce sont 162 œuvres, dont, pour y avoir travaillé très finement, 18 Matisse, une vingtaine de Picasso, beaucoup de Marie Laurencin, mais également des Delacroix, des Géricault, des œuvres plus classiques. Et là, pourquoi nous avons un inventaire très précis?
Ce que Anne Sinclair dit, et ce qui est tout à fait vérifiable, c'est que Georges Braque avait choisi de mettre à côté une œuvre de Lucas Cranach. Lucas Cranach, c'est cet artiste extraordinaire allemand. Je reviens de Bruxelles et je suis allée au musée royal de Bruxelles où j'ai pu admirer Adam et Ève de Lucas Cranach. C'est véritablement magnifique. Les Allemands le placent au panthéon de l'art allemand et notamment Hermann Göring et Hitler. Donc vous avez un diktat du goût. Et ils vont donc traquer tous les Lucas Cranach qu'ils peuvent trouver. Il se trouve que Georges Braque avait une œuvre de Lucas Cranach dans le coffre de Libourne. Les autorités occupantes, en mai 1941, ont ouvert ce coffre pour essayer de forcer Georges Braque à vendre ce Lucas Cranach et au passage on lui a confisqué sa collection. Comme il n'était pas juif, eh bien on lui a restitué une partie de sa collection, non sans avoir des négociations autour de ce Lucas Cranach. Mais juste à côté du coffre de Georges Braque, il y a le coffre de Paul Rosenberg, dans lequel il a 62 tableaux mis à l'abri, semble-t-il. Or, en allant à Bordeaux, au musée des Beaux-Arts, en cherchant un petit peu les archives pour documenter cet ouvrage, eh bien, je suis tombée de fil en aiguille au musée de l'Aquitaine, et dans le musée de l'Aquitaine, il y avait les archives du directeur de l'école des Beaux-Arts, Monsieur Rogano, et Monsieur Rogano avait été mandaté par les autorités occupantes pour dresser un inventaire des 162 œuvres. Donc, M. Rogano ne savait pas du tout à l'époque qu'il nous laissait, nous chercheurs de provenance, historiens de l'art, un document exceptionnel dans lequel nous avions le nom de l'artiste, le nom de l'œuvre, la dimension de l'œuvre et une estimation de l'œuvre qui était, vous vous en doutez, 8 à 9 fois inférieure à la valeur de l'œuvre en 1939. Donc, le coffre de Libourne, on a beaucoup travaillé, on a pu y travailler. Troisième point d'impact, le Castel à Florac, où il y a des caisses. Dans ces caisses, il y a des toiles roulées, décadrées, et les toiles sont roulées, donc c'est excessivement difficile de faire la traçabilité, de savoir exactement ce qu'il y a dans ces caisses, et donc nous n'avons pas toujours la possibilité de travailler. Alors vous voyez qu'on a quand même beaucoup d'indications sur le pillage et la spoliation, parce que vous dire que le 21 rue La Boétie a été pourvu d'un administrateur provisoire, Monsieur Lenz, pour ne pas le nommer, et que cet administrateur provisoire a été en charge de vendre les œuvres d'art sur le marché parisien. Sur le marché parisien, à l'hôtel Drouot, bien évidemment, où j'ai vu passer, alors avec pas mal de recul, mais j'ai pu observer dans les catalogues de vente le passage de certaines ventes qui vont être présentées à l'hôtel Drouot, puis récupérées par le vendeur et ensuite vendues en Suisse, vendu par la filière de Theodor Fischer, où on vous dit que Theodor Fischer a eu une trentaine d'œuvres en possession lors de la guerre, qu'il a dû les restituer. Vous dire que Theodor Fischer a vendu une grande partie des œuvres à Émile Burle. Émile Burle, marchand d'armes, dont actuellement le musée Mayol nous présente les œuvres pour lesquelles on m'a plusieurs fois posé la question et pour lesquelles je m'insurge contre l'absence de provenance. Il est clair que les tableaux qui sont présentés ont été restitués lors de l'immédiate après-guerre. Ils ont été restitués par ordonnance du tribunal fédéral suisse. Mais qu'on nous raconte l'histoire de ces tableaux, qu'on nous fasse ce qu'on appelle les recherches de provenance et qu'on nous dise que cette œuvre appartenait à Paul Rosenberg, qu'elle a été spoliée par les autorités occupantes et qu'elle a été restituée par le tribunal fédéral et que par la suite, Paul Rosenberg et Émile Burle se soient entendus pour racheter l'œuvre. Voilà, ça ne nous regarde plus. Ce qui nous importe, c'est que l'œuvre qui a été volée ait bien été restituée à son propriétaire original. Et alors j'ai pu lire, alors je me suis déplacée plusieurs fois,
collection splendide, collection merveilleuse. On ne peut rien dire, on est ébloui. Le Corot, corsage rouge, la liseuse de Corot, elle est juste magnifique. Simplement, racontons-nous l'histoire. Racontez-nous l'histoire. Dites-nous que cette œuvre a appartenu à Paul Rosenberg, qu'elle était au 21 rue La Boétie, et quel a été son parcours. Comment est-elle arrivée en Suisse? Par la valise diplomatique? Par différents intermédiaires? Voilà, c'est là où je place mon curseur, c'est là où je regarde à la loupe les transferts de provenance. Et puis, je vais maintenant bientôt venir vous répondre, hein, parce que ce propos liminaire me paraissait assez important. Eh bien, je dois vous dire qu'un énorme travail a été fait. Paul Rosenberg a l'assise financière depuis les États-Unis. Anne Sinclair aime à le dire, nous travaillons sur un crime mineur par rapport à la Shoah. Il faut absolument remettre les choses à leur place. Ça, c'est véritablement fondamental. Première chose. Deuxième chose, avec cette assise financière, il y a la possibilité de venir à Paris, d'aller en Suisse, de faire le tour des galeries suisses et de faire des procès. Lorsqu'il décède, à l'aube des années 60, il y a à peu près 60 tableaux qui sont toujours en déshérence. Et il y a un héritage qui est transmis par le vide, en creux. Il manque des œuvres. Aujourd'hui encore, personne ne m'en voudra de dire qu'il y a 50 œuvres qui ne sont pas revenues. J'en présente la photo d'une, mais j'en ai d'autres. C'est toujours très difficile. On se demande toujours si on doit présenter la photo d'une œuvre que l'on recherche. Parce que si elle est dans un coffre dans les ports francs de Suisse, eh bien, elle va y rester encore très très longtemps. C'est à double tranchant. Hector Feliciano, en son temps, avait présenté une photo d'une œuvre qui était cherchée, qui était encore recherchée par la famille d'Anne Sinclair, à la fois Hélène Rosenberg et Anne Sinclair, un Matisse, femme assise à l'éventail, qu'on a retrouvée en 2013 dans la collection Gurlitt, marchand d'art d'Allemagne, et qui est la deuxième œuvre à avoir été restituée, tant les recherches de provenance étaient faciles. Ce que je veux dire, c'est que cette famille, qui est véritablement la famille d'un des plus grands marchands d'art français, tout d'abord, elle ne reviendra jamais en France. Beaucoup pour le patrimoine artistique, nous Français, nous avons cette perte. Il y a la possibilité, je vous ai dit, de mettre de l'argent dans les recherches de provenance, de se déplacer, voilà. Ce n'est pas le cas de toutes les familles. Ce n'est pas le cas de toutes les familles. Et moi, je travaille pour toutes les familles, et certaines qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les possibilités de se payer des avocats ou des chercheurs de provenance qui vont faire ce travail. Voilà. Et enfin, vous répondre sur cette question, avant d'ouvrir différentes questions à la salle. Le pillage des bibliothèques et des archives est tout à fait réalisé de façon concomitante avec les œuvres d'art. Maintenant, il y a une spécificité à chaque pillage. Et pour les bibliothèques, je vous renvoie aux travaux excellents de Patricia Kennedy Grinstead, Martine Poulain et Philippe Sprang. Ça, ce sont vraiment les grands spécialistes. Concernant les archives, je vous renvoie aux travaux de Sophie Curé, qui a beaucoup travaillé sur ces archives, et vous dire qu'à la fois pour les bibliothèques et pour les archives, eh bien, il y a des fronts nouveaux, il y a des fronts, je parle bien sûr du front Est, puisque vous savez que eh bien, les libérateurs n'auront pas la même politique de restitution. Les Français, les Britanniques et les Américains vont récupérer les œuvres, les rassembler dans des collecting points et ensuite les restituer aux États, puis ensuite aux familles. Bon, ce n'est pas un scoop de vous dire que du côté Est, la brigade trophée de Staline n'a absolument pas la même vision. Pour eux, ce sont des butins de guerre, et à ce titre, les œuvres vont aller et être rassemblées dans les réserves du musée Pouchkine, à l'Ermitage, et à ce jour, nous n'arrivons toujours pas à obtenir des restitutions des œuvres d'art. Par contre, il y a des bibliothèques qui reviennent,
des archives, et notamment en 2000, véritablement sur l'intervention de Patricia Kennedy Grinstead, ce qu'on appelle le Fonds de Moscou est revenu avec les archives de Kandinsky qui ont été versées à la bibliothèque Pompidou, bibliothèque éponyme, et des archives reviennent, et c'est un peu plus ouvert sur cette question. Mais ce que vous montre le film de façon assez exceptionnelle, eh bien, ces restitutions d'œuvres d'art posent encore problème. Vous vous attaquez au musée, vous vous attaquez aux galéristes, vous vous attaquez aux grandes maisons de vente, et vous voyez bien que nous travaillons sur des œuvres qui ont maintenant pris des valeurs énormes sur le marché de l'art. C'est ce qu'on appelle la revanche des avant-gardes, qui ont pu être décriées parce que Hitler ne comprenait pas du tout cet art, et maintenant, bien évidemment, elles ont des valeurs très importantes, elles affolent le marché de l'art. Alors, la réponse de la question est sur ces archives et sur, donc je vous l'avais dit, et vous m'aviez sollicité sur, effectivement, je pense, le rapport Kümmel. Le rapport Kümmel, ce sont des recherches qui ont été faites par les historiens de l'art allemands, 4 ans avant la déclaration de la guerre, 4 ans avant 1939, qui vont aller absolument partout en Europe pour essayer d'inventorier le patrimoine qui pourrait revenir entre les mains de la Grande Allemagne, entre les mains du Reich. Et effectivement, ils ont eu 4 ans pour se préparer, et des listes existent effectivement. Dès le 14 juin 1940, on voit l'entrée des nazis à Paris, devenue ville ouverte, et moi je vois des dossiers datés du 21 juin 1940, ces dossiers sont à la préfecture de police, et immédiatement vous avez des perquisitions chez les plus grands collectionneurs comme chez les plus grands marchands. Alors, Seligman, Paul Rosenberg, on l'a parlé. Je parlerai de Wildenstein, mais je sais que c'est un autre problème, puisqu'ils ont un homme de paille qui reste à Paris et partent aux États-Unis et ils vont travailler, voilà. Mais ces plus grandes familles, comment oublier les Rothschild? Les Rothschild, immédiatement, toutes les branches Rothschild sont immédiatement, ils ont des œuvres, ils ont par exemple l'astronome pour Édouard de Rothschild, l'astronome de Vermeer, qui est véritablement une œuvre souhaitée par le Führer pour que cet astronome de Vermeer aille rejoindre le géographe, le pendant, au CIMES du musée de Linz, le musée souhaité par Hitler. Est-ce que j'ai répondu à votre question, madame? Moi, c'était, enfin, à la limite, oui, enfin, si, bon. Amplement. Avec le rapport Kümmel, je ne connaissais pas le voilà. Et je n'avais pas dit que je connaissais ça, j'avais dit que je l'avais entendu parler, que ça m'avait frappé, comme ça avait été fait par quelqu'un qui, selon moi, connaissait le sujet. Donc, je m'étais permis de dire ça. Tout à fait. Le rapport Kümmel. Oui, il y a des exemplaires, on a des exemplaires aux archives nationales. D'accord. Je voudrais savoir pourquoi il n'a jamais eu sa citoyenneté française restituée. Alors, elle est restituée de facto lors du retour de la légalité républicaine, bien évidemment. Le film dit que... Et aussi, Oui, alors le film montre effectivement le câble dans lequel il s'insurge d'avoir été déchu de la nationalité française, du fait des lois de Vichy. Bien évidemment, du fait des lois de Vichy. Je répète la question, est-ce qu'il y a eu restitution de sa nationalité ou pas? Alors, il n'y a pas de restitution. Donc, parce que dans le film, il est bien dit qu'il n'a pas récupéré sa nationalité. Je pense que je ne vois pas pourquoi, pour lui, on aurait fait une exception de ne pas récupérer sa nationalité. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt du domaine affectif que du domaine de la réalité. En fait, la destitution, elle devient caduque avec la restauration de la République. De la légalité Est-ce républicaine. que dans le film, on insiste bien là-dessus, qu'il ne l'a pas récupéré? Oui, alors là, je pense que cette question devrait véritablement s'adresser, et c'est là où elle nous manque, à Anne Sinclair et à Virginie Liénard,
qui est donc la réalisatrice du film et qui doit répondre sur ces questions. Pour ma part, d'un point de vue historique, moi j'ai envie de vous dire que de facto, les lois de l'égalité républicaine revenues, de facto, il obtenait, il avait la restitution de sa nationalité française. Ce qui est très important, c'est qu'il n'a pas souhaité revenir s'installer. Et c'est véritablement la blessure béante, comme le souligne sa petite fille, qui montre que, d'abord, le cas de Paul Rosenberg est à insérer dans un ensemble dans lequel il n'est pas le seul. La place du marché de l'art parisien en 1939 est la première place mondiale du marché de l'art. Et cette place, lors de les événements de la Seconde Guerre mondiale, elle le perd. Elle le perdra, puisque, à l'instar de Paul Rosenberg, les autres marchands juifs qui étaient pour... moi, j'ai travaillé sur une cinquantaine de marchands vendant des œuvres des avant-gardes, et je me suis aperçue que la moitié d'entre eux, juifs, avaient été arianisés et ou spoliés. Donc, vous voyez, c'est la moitié du corpus. Et que, bien évidemment, ils n'ont plus envie de reprendre leurs activités comme si de rien n'était passé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont vu des collègues, des intermédiaires, les dénoncer, profiter des ordonnances allemandes et des lois de Vichy pour amasser des œuvres d'art. À l'hôtel Drouot, le marché d'art est florissant. Lors de l'année 1941-1942, vous avez plus de 2 millions d'objets qui transitent par l'hôtel Drouot. Les marchands, les commissaires-priseurs ont des belles ventes sous leur marteau d'ivoire. Donc peut-être qu'ils n'ont pas envie de revenir et de se confronter avec les marchands qui se seront enrichis, qui pour certains d'entre eux auront même monté des galeries alors qu'ils n'étaient pas marchands d'art, et qui eh bien, auront à supporter la période de l'épuration sans beaucoup être inquiétés, puisque la période de l'occupation, pour les marchands d'art, finalement, il y a quelques personnes qui sont épinglées par les profits illicites, la commission des profits illicites, mais assez peu finalement. Hein. Ils pourront reprendre leurs activités enrichies de collections, de stocks dans lesquels les œuvres... voilà. Et si, on le voit très bien dans le film, la commission de récupération artistique qui fait très bien son travail entre 1945 et 1949, puisque vous avez 100 000 œuvres et objets culturels, 100 000 transférés de France en Allemagne. Vous avez 60 000 qui reviennent entre 1945 et 1949. Vous avez tout de suite 45 000 qui sont restitués lors de l'immédiate après-guerre. Donc vous voyez que c'est quand même assez important. Le différentiel de 15 000 se décompose de la façon suivante. Vous avez 13 000 œuvres qui sont vendues par les domaines, c'est-à-dire par l'État français, par le ministère des Finances, sans que nous ayons les archives de ces ventes. Donc ça pose un énorme problème, raison pour laquelle, de temps en temps, vous avez encore aujourd'hui sur le marché de l'art des œuvres à la provenance douteuse, issues de ces spoliations, qui sont présentées sur le marché de l'art et qui ont été spoliées à des familles juives. Et puis vous avez les 2000, les œuvres les plus importantes. En 1949, vous avez une commission composée presque essentiellement de conservateurs de musées qui se regroupent dans une commission de choix et vont sélectionner les œuvres les plus importantes sur les 15 000 et vont les laisser à la garde des musées nationaux. C'est ce qu'on appelle les MNR, les musées nationaux récupération, en charge pour les musées de travailler et de faire tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir restituer les œuvres d'art. Voilà. Inutile de vous dire qu'à partir des années 50, 60, 70, 80, même mi-temps des années 90, moi j'appelle cette période les 30 silencieuses, il ne se passe rien. Il y a très très peu de restitution. Comment peut-on demander à un conservateur dont c'est l'ADN de transmettre aux générations futures les œuvres d'art? Comment pouvez-vous lui demander, à moins qu'il ne soit schizophrène, de tout faire pour retourner le tableau, faire des marques et faire des indices? Voilà, c'est un petit peu, à la base, c'était un petit peu biaisé.
Heureusement, il y a un mi-temps historiographique, un tournant historiographique au mi-temps des années 90, exactement entre 1996 et 1997, dans lequel la direction des musées de France veut absolument mettre en place des commissions. C'est à ce moment-là qu'un catalogue est présenté sur la liste des MNR, où on fait des recherches de provenance, on montre les tableaux, on les présente lors d'une exposition. Ça, c'est un premier temps historiographique, et actuellement, on observe véritablement la volonté de continuer à faire ces recherches de mieux en mieux. Moi, je me félicite d'avoir pu travailler avec des collègues du Louvre, avec des collègues qui ont vraiment envie, très sincèrement, de faire avancer les choses. 75 ans après la fin de la guerre, il n'est que temps de s'y mettre véritablement et de tout faire, parce que ce qu'on voit très bien dans ce film, c'est que lorsqu'un tableau est restitué, et je vais rejoindre la question de madame, ce n'est pas un tableau que vous restituez, c'est sa mémoire, c'est la mémoire de la famille, c'est l'identité de la famille aussi, c'est sa judéité, c'est beaucoup plus. Et in fine, c'est la reconnaissance des exactions dont les familles ont été victimes. Et dans tous les cas, et toutes les familles avec lesquelles je travaille, c'est le moteur, ce n'est pas la valeur de l'œuvre, ce n'est pas véritablement, c'est qu'on reconnaisse et que l'on tente de réparer finalement l'irréparable. De dire que les fiches techniques des œuvres spoliées et qui sont à la collection Burnet aujourd'hui au Bure manquent complètement d'informations. Moi, je suis rentré 14 de gars et je passe pas que les fiches sont incomplètes là-dessus. Je vais vérifier en rentrant chez moi. Dans l'exposition. Pardon? Je parle dans l'exposition, je parle des fiches. Ah non, je parle en général. Non, c'est pour ça que c'est très important qu'on soit. Je parle de l'exposition au musée Mayol, qui présente le collectionneur Émile Burle aujourd'hui, et qui présente des œuvres somptueuses dans lesquelles on nous parle d'histoire de l'art, mais on ne présente pas la provenance des œuvres. Je vais vous donner un exemple, et ensuite on pourra ouvrir la discussion. Le portrait d'Irène Cahen d'Anvers, vous voyez la petite Irène, par Renoir, avec ce ruban bleu. Voilà. Eh bien, on nous parle de la technique de l'œuvre, de la beauté de l'œuvre. Vous parlez d'exposition, d'accord. Je parle uniquement d'exposition. Je parlais des informations qu'aujourd'hui la collection Bure donne aux chercheurs. Non. C'est ça que je veux dire. Non. Alors je voulais dire une chose à propos du film. Je travaille avec Lucas Glore et voilà. À propos du film, il y a des choses que ne laisse pas apparaître le film. Par exemple, il y a d'autres grandes collections comme la collection Schloss qui ont été spoliées. Il y avait 400 œuvres. Et ça ne laisse pas apparaître. Ça ne laisse pas apparaître aussi la compromission de certains grands marchands à Paris, comme Fabiani, comme Beugnet, etc., qui ont été pris la main dans le cambouis après la guerre. Voilà. Pour vous répondre, le film s'appelle 21 rue la Bessie. C'est le film de Virginie Liénard adapté de l'ouvrage éponyme. Moi, je vais vous montrer ici 339 œuvres de la collection Schloss dans mon ouvrage. Voilà, ici, je raconte la traque de la collection Schloss dans le coffre de la Banque Jordan, de la préemption de 49 d'entre eux par le musée du Louvre, et on travaille encore sur cette collection, bien évidemment. Concernant Fabiani, vous me faites vraiment plaisir, puisque je présente à la fin de cet ouvrage ce qui s'appelle un répertoire des protagonistes, et je vais vous lire, si vous le souhaitez, eh bien, la notice qui concerne Fabiani, qui est véritablement, là vous mentionnez vraiment quelqu'un de très important dans cette compromission. Fabiani. Alors, Martin Fabiani, 1899, 1886 ou 1885. J'ai un avocat qui m'a dit qu'il y avait peut-être une erreur sur la dernière date. Il est mort en 1989 exactement. Protégé d'Ambroise Vollard, protégé avec des guillemets, protégé d'Ambroise Vollard, dont il se fait nommer exécuteur testamentaire. Il est réputé avec Roger Descoings comme l'un des marchands collaborateurs les plus actifs pendant l'occupation.
il a l'obligation après la guerre de rendre pas moins de 24 peintures à Paul Rosenberg. Sa galerie se situe 26 avenue Matignon. Et le 29 septembre 1945, le tribunal civil de la Seine ordonne le séquestre des biens de Fabiani. La même instance annule la vente du fonds de commerce de vente des tableaux ayant appartenu à M. André Veil le 28 mai 1946. Voilà. Et vous avez ici un répertoire des différents protagonistes dans lequel j'ai mélangé à la fois ceux qui avaient été spoliés et ceux qui ont été des intermédiaires, des transporteurs, des commissaires-priseurs et des marchands. Inutile de vous dire que je ne pouvais pas faire un ouzou des méchants et des bons en tant qu'universitaire, on en aurait voulu, ça aurait été l'écueil. Mais pour les collègues qui vont faire des recherches de provenance, voir que quand on a dans une provenance Martin Fabiani, là, il y a des red flags, il y a vraiment des drapeaux, il faut faire très très attention à la provenance et je vous rejoins entièrement. Monsieur Martin Fabiani est un des marchands qui a le plus collaboré et qui a participé à l'hallali du patrimoine artistique des familles juives pendant cette époque. Ces tableaux-là, qui sont les deux gars, je parle de deux gars, se retrouvent au musée de l'Ermitage. Il y en a 6 aujourd'hui. Et ces tableaux-là réapparaissent dans une exposition qui s'appelle Les Trésors retrouvés en 1995 à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, je ne me souviens plus. Et alors, je téléphone à la personne qui avait fait un travail sur Krebs. Parce que les blogs aujourd'hui, c'est génial. On trouve de l'information et on trouve, mais on téléphone à la personne. Je téléphone à la personne me dit, oui, effectivement, les tableaux en 1941 ont disparu, pas pour tout le monde, à mon avis, dans les poches des Allemands. Et en 1945, c'est piqué par les Russes. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est que je contacte Saint-Pétersbourg pour avoir les informations sur la provenance des tableaux, et Saint-Pétersbourg ne veut pas répondre. Ça vous étonne ? Non, ça ne veut pas. Mais n'empêche qu'ils ont osé, ils ont quand même osé faire une exposition avec, en grand format, je crois, Moscou à Saint-Pétersbourg, je ne sais plus très bien, en 1995, avec des livres en anglais et en français, qui s'appellent Les Trésors retrouvés. Ils ont quand même osé le faire. Ça veut dire qu'ils disent quelque part que ces tableaux-là, ils sont chez eux. Vous n'avez pas le catalogue, je suis tout à fait preneuse. Non, mais il est paru chez Abrams en 1995 à New York, et je crois qu'il doit peut-être, il faut que je cherche, il est peut-être à l'INHA, je suis très preneuse de cette information, hein, bien évidemment. Non mais c'est très intéressant. C'est formidablement intéressant, c'est Mais les Russes, ça. en tout cas à Moscou, je ne sais pas, Pouchkine, parce que j'étais en contact avec le conservateur Pouchkine, mais à Saint-Pétersbourg, c'est ça qui m'ont répondu. C'est hallucinant aujourd'hui quand même. Incroyable. Mais vous voyez, c'est exactement, vous avez entièrement compris le problème. Et il y a des tableaux, je vous ai dit 50 tableaux aujourd'hui de la collection de Paul Rosenberg, des tableaux qu'on ne retrouvera peut-être jamais. En Allemagne, vous avez entièrement raison, il y a une prescription. Donc c'est absolument incroyable qu'en Allemagne, on ne puisse pas... alors vous me dites comment ça se fait qu'avec l'affaire Gurlitt, eh bien, on puisse récupérer 6 tableaux sur 1258 œuvres retrouvées et 285 retrouvées en Autriche. Vous voyez, c'est quand même... bon, on commence. Hein. En fait, ils sont en train de travailler à une loi qui s'appellerait peut-être la loi Gurlitt, parce que, justement, ils se rendent bien compte, et les musées y travaillent beaucoup, et Monika Grütters, ministre de la Culture allemande, historienne de l'art de formation, avec qui c'est vraiment un bonheur de travailler, hein, a vraiment conscience de la nécessité de faire des avancées dans cette voie. Et alors, autant en Allemagne, c'est assez difficile de récupérer, mais il y a une centaine de chercheurs de provenance et il y a des dotations très importantes. Pour vous donner une idée, il y a 6 millions d'euros qui ont été donnés à un centre de biens spoliés en Allemagne. En France, c'est là où je trouve qu'en 2018, il y a un vrai élan et ça ira beaucoup mieux, puisque le Premier ministre, Édouard Philippe, lors de la commémoration de la rafle du Veldiv à l'été 2018, nous a promis une mission de recherche et restitution des œuvres de 1933 à 1945. Et à ce titre, David Zivie, haut fonctionnaire, a été nommé le 16 avril 2019 pour en charge de travailler de façon un peu plus intense sur ces recherches.
c'est un secret de Polichinelle, c'est dans la presse, absolument partout. La dotation de la mission est de 200 000 €. Donc vous avez une idée derrière du travail voilà, qui peut être fait et des... Voilà. Maintenant, il y a des individuels, assez peu, mais ça commence à venir, qui, comme moi, travaillent avec des études généalogistes, travaillent avec des musées, travaillent en tant qu'indépendante avec des musées. Une des plus belles histoires de recherche de provenance, c'est lorsque le FBI m'a envoyé, d'abord m'a contacté par téléphone. Je me suis dit, bon, c'est une grosse plaisanterie, ce n'est pas possible. De là, ils étaient un petit peu, voilà. Donc, ils m'ont demandé de travailler sur une œuvre, mais bon, un Picasso de période cubiste, enfin, un truc incroyable, dans un musée américain. Et toutes les recherches ont été envoyées sur un DVD que je ne pouvais pas ouvrir avant qu'un code parvienne par un autre envoi d'UPS. Voilà. Donc là, vous avez vraiment l'impression d'être dans Mission Impossible, et là, vraiment, ça revêt... voilà. Et il y a de plus en plus, voilà, 2 personnes. Il faut dire que, quand on veut... Alors, je ne dis pas qu'on pourra absolument tout restituer, c'est pas du tout mon propos. Mais quand on se penche véritablement sur une collection, sur des tableaux, eh bien, on a des grandes chances de voir aboutir ces recherches. Nous, c'est notre génération qui devait faire ça. Moi, je suis la 3e génération de la guerre. Je suis la petite fille d'un grand-père qui a été déporté et un grand-père qui a été spolié. Donc, si je ne m'attelle pas à la tâche, ce ne sont pas mes enfants qui vont le faire, et je voudrais débarrasser mes enfants de ça, je veux porter ça, et pour qu'eux soient débarrassés de ça. Parce qu'il y a, eh bien, aussi, là encore, des traumatismes qui sont transmis par les non-dits, non pas par la valeur des œuvres, c'est pas du tout ce qui intéresse. Ce qui intéresse, c'est qu'on n'oublie pas, et que les nouvelles générations, eh bien, surtout en ce moment, c'est criant. Nous avons trop de personnes qui n'ont plus conscience de ce qu'est la Shoah. J'en veux pour preuve l'hôtel Drouot, avec qui nous avons véritablement travaillé. Je suis allée les voir, pendant un temps ils n'ont pas voulu, puis après, bon, enfin là, avec l'exposition au mémorial de la Shoah, je vais vous laisser la raconter, Nicole. Eh bien, on leur tend la main, on leur dit, ils sont venus nous prêter, oui, l'affiche originale qui, à la demande de la préfecture de police, interdit de manière absolue l'entrée des Juifs dans les salles de l'hôtel Drouot. Ces 3 affiches ont été apposées le 17 juillet, dans la matinée du 17 juillet 1941. Si vous saviez le nombre de lettres de dénonciation que j'ai pu lire, c'est innommable. Bien, Monsieur Maître Gicquelot est tout à fait ouvert, nous dit on doit y travailler, on doit absolument faire. Et puis Nicole, si vous voulez nous raconter ce qui s'est passé à l'hôtel Drouot, là, ces derniers jours. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu que l'hôtel Drouot a mis en vente un dollar où il était marqué ce dollar a financé la guerre juive. L'argent n'a pas d'odeur, oui, le juif en a une. Oui, c'est ça. Donc ça a été retiré, évidemment, ils se sont dit que c'était une erreur, enfin bon, c'était quand même là. Le maître Gicquelot a dit, c'est dans le Parisien, enfin voilà, on me l'a envoyé, et je me suis dit, enfin quand même, eh bien, maître Gicquelot a dit qu'effectivement c'était une négligence, il en était, il dit là, je le cite, hein, on donne le bâton pour se faire battre, et alors même qu'il y a cette exposition au mémorial de la Shoah, et c'est un jeune commissaire-priseur, et là où il s'enfonce encore, qui a retrouvé ce dollar au milieu de croix gammées. Oui. Au milieu de croix gammées. Voilà. Je signale à propos de la prescription que... Vous voyez Mein Kampf pour marcher au puce tous les jours. Alors maintenant c'est dans le domaine public, c'est clair que c'est les essentiels. Mais les croix gammées et autres artefacts sont en vente sans problème. À propos de la prescription, je veux dire que l'affaire Mengele a failli être prescrite, et grâce au Klarsfeld, ça a été remis au goût du jour. Et grâce à eux, le procureur ayant prouvé la paternité de Mengele, ils sont arrivés à remettre ça en cause. Mais je veux dire aussi à propos des ventes aux enchères, qu'aujourd'hui,
si vous ne pouvez pas, dans les enchères publiques, un musée ou une salle de vente ne vend pas aux enchères une œuvre sans avoir la provenance entre 33 et 45, normalement. Alors, je vais vraiment vous inviter à venir voir mon exposition dans laquelle j'ai retrouvé un Odilon Redon. J'irai voir. Qui passait en vente le 18 octobre 2018. Cette œuvre appartenait à Georges Lévy. Georges Lévy est un grand céréalier juif interné au camp de Drancy, se sentant perdu. Il arrive à transmuer son testament en faveur de Jacob Kaplan. Jacob Kaplan deviendra le grand rabbin Kaplan. Et il lègue à Jacob Kaplan sa collection en déshérence, sa collection qui a été volée dans son appartement de l'avenue Victor Hugo. Et donc il y a une liste, on a un inventaire des œuvres qui ont été... Voilà, je travaille avec Madame Régine Mogg, dernière fille du grand rabbin Kaplan, sur la collection de Georges Lévy, parce que est stipulé que lorsqu'on récupère les œuvres, les tableaux sont vendus en faveur des œuvres juives, que ce soit l'Osée, que ce soit le mémorial de la Shoah ou l'Horte, voilà, c'est la famille qui choisit, donc la fille, Régine Mogg, avec Régine Mogg, nous travaillons. Très vite, nous sommes alertés, l'œuvre passée le 18 octobre, on s'en aperçoit parce qu'on a eu un signal de l'Art Lost Register, un centre anglais qui nous signale, qui dit on vous prend 5% pour l'alerte et on vous prend un pourcentage beaucoup plus important si on fait nous-mêmes les recherches de provenance. Je dis à Régine, non, on va s'en occuper. On a l'alerte et il suffit de surveiller le marché d'art. C'est pas très compliqué, on a l'inventaire, on va regarder partout. Ça se passe à Paris automatiquement, puisque le Art Lost nous alerte, ça va se passer à Paris. Vous avez Sotheby's, vous avez Christie's, vous avez Arcurial, vous avez Drouot, bon, voilà, ça se fait. En plus, on a maintenant des bases de données, comme vous l'avez souligné, on a pas mal de choses. Il suffit de prendre la liste des artistes et de chercher. J'avais l'information, on a été contacté le 9 octobre, j'avais l'information le 11 octobre. La vente passait le 18. La famille est allée voir les avocats. Maître Patrick Kluckmann a alerté Sotheby's, leur a dit « Là, vous avez une œuvre spoliée, il faut la retirer de la vente. » On a eu un référé, on est tombé sur le même juge des référés que l'affaire de la famille Bauer, le Camille Pissarro qui appartenait à Simon Bauer, qui a été retrouvé au musée Marmottan par Jean-Jacques Bauer. Même juge qui était tout à fait au fait de ces informations. L'œuvre a été mise sous séquestre. Comme je organisais cette exposition au mémorial, on a décidé que le mémorial de la Shoah, qui est un musée, pouvait récupérer l'œuvre sous séquestre. C'est ce qui a été fait, le temps de documenter la spoliation. Georges Lévy avait un goût très sûr et son appartement avait fait l'objet de 2 reportages de journaux de décoration. Le rêve pour les chercheurs de provenance. J'avais l'œuvre au CIMES de l'appartement de Georges Lévy. Devant, c'était dans le répertoire des biens spoliés. J'avais des fiches au ministère des Affaires étrangères. Devant l'accumulation des faits, au bout de 5 mois, Sotheby's, qui s'est vraiment très bien comporté, eh bien, a restitué l'œuvre à la famille. Voilà. Vous imaginez ? Mais vous avez les maisons aux enchères, ils ne peuvent pas, sur le nombre, on ne peut pas leur jeter la pierre non plus, sur le nombre d'œuvres, ils n'ont pas aussi la possibilité d'avoir des... C'est un métier, hein, c'est un métier qui prend du temps, vous savez ce que... C'est pas forcément les salles de vente, c'est les musées, en général pour les enquêtes, pour les achats, en général. Américains surtout. Alors, les musées français, lors des acquisitions, et certaines acquisitions se font à la va-vite, parce que ça passe en vente, parce qu'on n'a pas eu l'argent avant, parce qu'on n'a pas réuni le comité d'acquisition, et donc à ce moment-là, il y a encore des œuvres, voilà. On m'a demandé un avis sur une œuvre, je leur ai dit faites bien attention, l'œuvre a été acquise, l'œuvre est spoliée dans un grand musée parisien. Je vais dire 2 mots, enfin 2 mots, 4, sur la correspondance en fait avec l'histoire de l'exploitation et la Shoah. Vous avez étudié parce qu'en fait c'est indissociable. D'accord. Voilà, je pense que ce qui m'est demandé, c'est de resituer un petit peu pillage,
arianisation, spoliation. Ce que je veux dire, c'est que, ce qui est d'ailleurs mon moteur, c'est d'abord de mettre ce crime mineur à sa place. On ne peut pas, même si j'aime beaucoup les œuvres d'art, eh bien on ne peut pas comparer à la perte humaine, ça je m'y refuse. Hein. Des amis américains dans le film Monuments Men aiment rappeler que des vies humaines peuvent être sacrifiées à l'autel de l'art. Moi, c'est pas du tout mon propos, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que le pillage artistique, les spoliations artistiques participent d'un continuum, et que ce continuum va de la stigmatisation d'une population en lui demandant de porter une étoile jaune, de son éradication de la vie nationale par sa déchéance de nationalité, son éradication de la vie économique par l'arianisation, à son internement dans les camps français, puis sa déportation vers l'Allemagne et, in fine, son extermination. Voilà. À ce titre, c'est imprescriptible. À ce titre, il est nécessaire, aujourd'hui, il est urgent d'obtenir des quêtes de vérité, de poursuivre. Nous pouvons le faire, hein. Nous avons la possibilité, nous avons les archives, nous avons des collaborations internationales, américaines, israéliennes, allemandes, autrichiennes, Pays-Bas, Belgique, je reviens de Bruxelles, je vous l'ai dit, et en Belgique, ils vont s'y mettre parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été spoliées. Et donc, c'est véritablement, il est grand temps de mettre toute l'énergie, toutes nos forces, et ça dépend bien sûr des volontés publiques, mais pas uniquement, parce qu'il y a des micro-histoires qui peuvent se faire. Chaque restitution, c'est toujours un coup de chance. C'est toujours un petit miracle, c'est toujours voilà, assister à une restitution, c'est un moment d'émotion palpable, à la fois pour le chercheur, pour les avocats, et c'est toujours très important. J'ai regardé avec beaucoup d'attention votre exposition au Mémorial. Elle est très, très réussie, et c'est pas toujours le cas au Mémorial. Il y a des bonnes expos et des moins bonnes, celle-là est très, très passionnante. Ce que je regrette un peu qu'on ne dise pas quelque part, que vous ne disiez pas maintenant un moment, tout ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que ça, c'est des familles de la grande bourgeoisie juive qui étaient très riches, qui avaient beaucoup de moyens, donc beaucoup de talent aussi, parce qu'évidemment, Paul Rosenberg en particulier, mais beaucoup d'autres ont contribué au développement du patrimoine en France, à la création artistique. Mais il y a aussi tous ces petits entrepreneurs, toutes ces familles dont on a pris les appartements, dont on a pris les boutiques, etc. Et je peux témoigner, pour des cas que je connais personnellement, autour de moi, de la difficulté de récupérer qui un appartement, qui une boutique, qui... La spoliation, elle a été absolument généralisée, et ça a été très compliqué. Pour certains, c'était impossible. Cette exposition, j'ai eu beaucoup de chance de la monter au Mémorial, parce que je vais vous dire, c'était quand même un moment de grande crispation. Le Louvre me prête des tableaux, Orsay me prête un tableau, les Arts Déco me prêtent... voilà, c'est très important psychologiquement. Vous savez, moi j'étais persona non grata dans les années 2012, et je vais vous dire que le chemin n'a pas été pavé de roses. Quand vous montrez que dans un musée, vous présentez un grand musée, un des plus grands musées, vous présentez une œuvre qui finalement ne retournera pas en Norvège, mais ira dans la famille, vous imaginez bien que le commissaire de l'exposition n'est pas du tout contente, et que voilà. C'est très important ce que vous dites. Et dans l'exposition, si vous regardez finement le reportage photographique où on voit Jean Tissier, qui se rend à l'hôtel Drouot le 24 octobre 1942, la deuxième photo, vous avez des affiches. Et quand je présente l'exposition, ce qui m'arrive assez souvent, eh bien je le dis. Là, vous avez le passage de machine à coudre, vous avez le passage d'atelier de cordonnier, vous avez des petits ateliers. Et on le sait maintenant,
Tissier le sait peut-être pas, mais c'est formidablement touchant parce que là, on sait qu'on est au cœur de la logique des nazis et des collaborateurs, puisque ce sont finalement les petits ateliers du Marais qui vont passer au feu des enchères pour 3 fois rien, et que la famille qui aura été dépossédée finalement est fragilisée, et elle est condamnée. Elle est envoyée très vite en camp d'internement, très vite. Et puis, dans la partie opposée, vous avez un quitus, un répertoire des ventes, de l'étude Michaud. Et l'étude Michaud a une spécificité qui est de vendre des biens juifs. Et à côté, vous avez le nom des familles. J'en présente 2 feuillets. C'est la première fois qu'on les sort des archives de Paris. Depuis 1942, il existe des registres d'une grosse épaisseur sur lequel je dis il faut faire un travail, il faut véritablement qu'on regarde ça à la loupe. Je vous rejoins entièrement. Moi, je me mets vraiment à la disposition. Le dimanche après-midi, je suis au mémorial de la Shoah et j'accueille les familles qui peuvent être à la demande d'informations. Nous avons reçu une famille qui était en recherche d'une collection de timbres. Vous voyez comme la tâche est impossible. Ce qui était important, c'était d'écouter cette famille, nous rappeler que c'était un grand magicien qui avait beaucoup de talent et qui était une grande personnalité, une grande star. Et puis, il avait mis, parce que, vous le savez très certainement, moi je l'ai appris, les timbres avaient une valeur folle. Et on pouvait faire transiter des millions de francs dans un petit timbre, voilà. Et donc ça, je ne le savais pas du tout. Et donc, ce sont ces timbres qui ont disparu et pour lesquels la famille demande si elle peut trouver des traces. Alors, on a essayé je travaille avec Pauline et nous essayons de rechercher un peu des traces, savoir si à la préfecture de police, eh bien, il y a des preuves de spoliation, on a l'adresse, voilà, on travaille. Ce qui est très important aussi, c'est de pouvoir en parler. C'est d'être écouté. Et pour l'instant, il n'y a pas de lieu où vous pouvez en parler. Et voilà ce que je propose. Ensuite, je sais qu'Isabelle Bacouche travaille beaucoup sur les appartements spoliés. Chacun a sa spécificité. Il se trouve que la mienne, c'est plutôt les objets d'art. Voilà, hein, chacun sa barricade. Moi, je suis juchée en haut de la mienne et je donnerai ma dernière énergie. Merci.